Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez une bonne pause déjeuner. Je suis Marie-Fleur Sacrest, j'ai 12 ans en expérience produit, dont 8 dans des produits d'intelligence artificielle, et je suis à mon compte depuis septembre pour accompagner les entreprises dans cette révolution de l'intelligence artificielle. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Stanislas Paulu, qui est cofondateur de Dust. Déjà, est-ce qu'il y a des personnes ici qui connaissent Dust ? Ah, pas mal quand même. Super. Donc, je vais faire une petite intro sur qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Stanislas a été diplômé de Polytechnique puis Stanford et a fait ses armes dans des grandes la tech comme Apple, Oracle. Et il a monté en 2010 une start-up, Totem, avec Gabriel Hubert. Cette entreprise s'est fait racheter par Stripe en 2015, où il a rejoint les équipes de software engineer. Il a ensuite rejoint OpenAI, où il a étudié le raisonnement mathématique des modèles de langage. Et il s'est lancé, après plusieurs années de salariat, de nouveau en entrepreneuriat avec son ancien associé, donc Gabriel Hubert, pour monter Dust, qui est un outil qui permet de créer des assistants basés sur de l'intelligence artificielle pour les entreprises, donc en s'appuyant sur les connaissances de l'entreprise. Alors tout d'abord, en première question, je suis très intéressée de savoir pourquoi tu as quitté OpenAI et surtout pourquoi remonter une entreprise avec ton ancien associé Gabriel. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, c'est vrai que ça peut paraître complètement bête de partir d'OpenAI en septembre 2022. Septembre 2022, c'est avant ChatGPT, après la fin de l'entraînement de GPT-4. Sachant que dans la timeline publique, ChatGPT arrive en octobre, novembre, je ne sais plus trop, et GPT-4 en janvier, si je ne me trompe pas, 2023. La principale motivation, c'est que je n'étais pas... Donc chez OpenAI, je faisais de la recherche. Je ne suis pas chercheur de formation, je n'ai pas de doctorat. Donc j'ai un peu essayé de faire semblant pendant 3 ans. Je me suis beaucoup amusé, c'était fascinant. On pourra revenir sur des détails de ça si vous voulez, en travaillant avec Ilya Sutskever, etc. Mais ça reste aussi un exercice extrêmement difficile. La recherche, c'est vraiment, on pêche dans un champ toute la journée, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. À un moment, on trouve quelque chose d'intéressant. On a une courte période d'excitation qui ressemble à je ne sais pas quelle drogue, mais j'imagine qu'il en existe une. Et au bout de 5 secondes, on se dit ah mais oui, mais en fait c'était évident, et puis on repart bêcher dans son champ. Et donc c'est fascinant, c'est hyper intéressant, mais c'est aussi assez difficile. Et donc la grosse motivation pour moi, c'était de retourner à une aventure plus produit, avec comme hypothèse de base toute simple, c'est de se dire bah ça y est, GPT-4, j'ai joué avec en interne. Conviction totale que les modèles allaient avoir un impact incroyable sur le monde, avec un potentiel dur à estimer. Et néanmoins, ils étaient encore entièrement sous-déployés à l'époque. Si je ne me trompe pas, je crois que le revenu d'OpenAI à ce moment-là, c'était en quelques dizaines de millions de dollars. Donc le potentiel n'était pas encore réalisé. Et donc l'hypothèse de base de se mettre à travailler sur Dust, c'était de se dire, bah, vu que les modèles et que les capacités sont là, mais néanmoins l'impact n'est pas encore réalisé, c'est qu'il doit y avoir des unlocks à trouver au niveau produit pour les rendre utiles et accessibles. Et d'ailleurs, comment tu as réussi à valider ce besoin produit dans un marché qui bouge aussi vite que l'intelligence artificielle ? Bah, au tout début, j'ai pas vraiment eu besoin de le valider puisque ChatGPT est arrivé genre quelques semaines après. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ChatGPT, moi je pars en septembre 2022, ChatGPT, comme je le disais, je sais plus quand c'était, octobre, novembre. Novembre, ouais. Et je me souviens d'avoir des discussions avec Greg Brockman disant ah mais je pense qu'il faut qu'on fasse un produit B2C, etc. Nanana. Mais c'était vraiment en fin de l'été, c'était vraiment encore que des discussions. Et même moi qui avais quitté, vu de maintenant de 2 ans plus loin, à peu près au même moment, il n'y avait aucun effort réalisé au moment où je partais autour de ChatGPT. Donc c'est incroyable comme quoi il y a une partie de vérité dans le côté un peu on fait juste une research preview pour voir ce que ça donne et le truc qui explose complètement.
Donc ChatGPT confirme complètement l'hypothèse, puisque ça confirme le fait que c'est le produit qui est l'unlock de cette technologie-là, puisque ChatGPT, principalement, c'est principalement un produit, c'est 3 choses, je pense que quand on y réfléchit. Il y avait un petit peu d'innovation au niveau modèle, avec un alignement du modèle qui le rendait plus facile à utiliser dans un environnement de chat, comparé au modèle qu'on avait par API, mais qui reste assez faible. Et 2, c'est un produit bien fini, et la gratuité, évidemment. Et donc ça confirme que le produit peut être un unlock énorme. Et à partir de là, mon associé, avec qui j'avais monté une boîte avant, Gabriel, rejoint le projet et on décide de se focaliser sur l'application de cette technologie dans l'entreprise pour la productivité au sein des équipes. Okay. Et comment Et j'ai pas du tout répondu à ta question. Si, complètement. Enfin, en tout cas, tu disais que OpenAI a prévalidé ton produit, enfin en tout cas l'apport du marché, mais après, une fois que vous avez lancé Dusk, comment tu as senti que c'était effectivement dans cette direction que vous deviez aller, qu'il y avait vraiment un pain à résoudre? Mais c'est vrai que vu que le nom de la conférence c'est Zero to One, c'est vrai qu'au début il faut forcément faire des hypothèses assez fortes qui vont être suffisamment solides pour travailler pendant un certain temps pour arriver jusqu'à une première version du produit. Moi j'avais commencé à travailler sur des petits trucs produits entre septembre et janvier, mais c'était plutôt destiné aux développeurs, donc rien de nécessairement très important. Quand on se dit qu'on se focus sur la productivité en entreprise, ça nous amène à faire 2 grosses hypothèses produits qui vont driver le développement entre ce moment où on lève de l'argent et on crée la boîte et le moment où on release la première version de Dust telle qu'elle existe aujourd'hui et qui était en septembre 2023, donc quand même 9 mois après. Ces 2 grosses hypothèses, c'est de se dire pour être utile en entreprise, il faut que les modèles aient accès à l'entreprise, donc à la data de l'entreprise et aux actions qui puissent être prises dans l'entreprise. Et donc cette grosse hypothèse, cette première grosse hypothèse, c'est vraiment avoir un accès profond à la donnée de l'entreprise, sinon on est un peu hors sol et ça va être difficile d'apporter de la productivité si le modèle ne sait pas ce que fait l'entreprise, ce que fait l'équipe, ce que fait la personne. Et la deuxième grosse hypothèse, c'était de se dire on ne va pas faire un assistant, mais on va faire N assistants. C'était la mode du un assistant à l'époque avec ChatGPT. Là, le constat était assez simple, c'était de se dire la donnée d'entreprise est assez grosse, le retrieval n'est pas parfait, les modèles ne sont pas parfaits, donc sur des use cases précis, un assistant généralisé va avoir des performances plutôt médiocres dans beaucoup de cas. En créant des assistants spécifiques pour des use cases donnés, on réduit le scope de data, on réduit le scope de tools auxquels l'assistant a accès pour la tâche donnée. On peut itérer sur les instructions et ça a comme effet positif d'être mécaniquement bien meilleur en termes de qualité de résultats. Mais en plus, ça package le use case dans un assistant qui est réutilisable facilement par le reste des équipes. Donc c'est le tinkerer qui commence à bidouiller. Et une fois qu'il a quelque chose qui marche, il peut le partager et c'est facile à utiliser. Il n'y a pas besoin de nécessairement comprendre profondément la technologie. Et donc, c'est ces 2 hypothèses qui nous ont guidés entre janvier et septembre pour arriver jusqu'à la première version. Et donc là, il fallait en effet qu'elle soit solide parce qu'on n'avait pas de quoi se confronter nécessairement trop au marché au moment où on buildait ça. Mais du coup, ce côté très généraliste de faire plusieurs assistants, c'est ce que tu me disais aussi, une des grosses difficultés parce que vous avez un produit très horizontal, quoi. Donc le go-to-market est aussi très compliqué. Oui, complètement. C'est vrai qu'on a pris une position, enfin on a pris une approche assez horizontale. Je pense que c'est un biais français typique de se dire il faut faire le truc conceptuellement parfait qui va tout faire, auquel il faut faire évidemment attention. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'avoir cette approche horizontale, c'est en effet une bénédiction et une malédiction à la fois. La bénédiction, c'est qu'une fois qu'on arrive à rentrer dans une entreprise, on a une expansion au sein de l'entreprise qui est juste fantastique. C'est-à-dire que dans tous les comptes entreprises dans lesquels on est parti de quelques pourcents des employés au début, et en général, sur la première année, on monte très rapidement à quasiment 70, 80, voire dans certaines boîtes, 80% des employés qui nous utilisent toutes les semaines. Et ça, c'est possible juste grâce à cette horizontalité, à le fait de permettre aux gens de s'équiper eux-mêmes sur n'importe quel use case en créant un assistant qui va avoir du sens pour leur cas d'usage, sachant que les cas d'usage sont souvent reproducibles d'une entreprise à une autre, mais ils ont des spécificités, c'est-à-dire que le cas d'usage X
dans une entreprise va se baser sur Slack et Notion, alors que l'entreprise d'à côté, ça va se baser sur Teams et Confluence. Et rien que là, il y a une spécificité, la nomenclature des données va être un peu différente, etc. Et donc permettre cette flexibilité pour que les gens s'équipent exactement avec ce qu'ils veulent, c'est un peu notre force et ce qu'on pense drive notre expansion au sein des boîtes. La grosse malédiction de l'horizontalité, c'est bien documenté, c'est bien connu, c'est que le go-to-market est juste horrible, quoi. Le go-to-market est horrible parce que c'est très dur d'expliquer facilement en 3 phrases à quoi ça va servir à quelqu'un. Il y a toujours cette tension entre, c'est-à-dire que quand on parle de Dust, il y a les gens peuvent répondre en disant oui, ça a l'air cool, mais pourquoi? À quoi ça va me servir? Et après, du coup, on a envie de se focaliser sur des use cases pour parler à certaines personnes dans une équipe, mais ça réduit énormément la vision. Donc il y a plein de tensions autour du go-to-market, autour de cette horizontalité qui rend l'exercice assez difficile, et c'est exactement sur quoi on bosse en ce moment. Historiquement parlant, il y a plein de boîtes horizontales qui ont souffert un peu de la même chose. Airtable, Notion. Notion a un grand succès, mais a pris beaucoup de temps à réussir à mettre en place ce succès, probablement en partie à cause de leur horizontalité aussi. Donc c'est une tension. Ouais, super intéressant. Et c'est vrai que ce que tu dis là sur l'adoption, ça a l'air d'être assez flagrant dès que tu rentres dans les entreprises, grâce justement à cette flexibilité. Est-ce que tu as d'autres conseils, comment vous avez réussi à permettre cette adoption de cette solution? Je pense qu'il y a une dimension... Enfin, il y a une dimension de... faut toujours mettre en marche la machine. Il y a l'adoption au sein de l'entreprise, elle est vraiment drivé par le produit. C'est le produit qui parle de lui-même une fois dans la boîte et qui a les dynamiques pour être un peu viral en interne. Et il y a évidemment comment convaincre. Il faut aussi convaincre les entreprises de mettre le produit à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que c'est le défi de tout début d'aventure. Nous, dans notre cas, on a eu la chance de pouvoir travailler avec Alan. Gabriel venait de chez Alan, on connaît bien beaucoup de monde chez Alan, etc. Donc on a eu un partenaire avec qui designer le produit, avec qui itérer, qui nous faisait confiance, qui a vraiment permis de passer de zéro à quelque chose qui marche, à quelque chose qu'on peut montrer à d'autres personnes et qui est essentiel. Et je pense que il n'y a rien de magique là-dedans et c'est quelque chose qui est assez facile à trouver en général quand on monte une boîte. Alors là, on parle de boîte plutôt B2B évidemment, mais quand on a une boîte qui vend aux entreprises, de trouver des entreprises, quelques entreprises, 2 ou 3 qui sont prêts à co-créer le produit, c'est un moyen extraordinaire de bootstrapper un peu cette dynamique. Top. Et justement pour continuer le sujet de l'adoption, la particularité quand même des produits d'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas c'est pas déterministe, donc il y a quand même des enjeux de fiabilité, de confiance. Est-ce que tu vois que cette confiance est un bloqueur dans l'adoption? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Comment vous gérez ça chez Dust? Je pense que le monde a énormément évolué sur les 2 dernières années. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, ou un peu moins, mais il y a en gros une grosse année, quand on commençait à travailler avec nos premiers design partners, etc., on entendait toujours mais ça marche pas. Ah, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et ça, on l'entend plus du tout. On l'entend plus du tout parce que je pense que tout le monde s'est pas mal éduqué à cette nature stochastique des modèles et comprennent que c'est normal d'une certaine manière que ça ne marche pas. Il ne faut pas s'arrêter au premier essai qui ne marche pas, mais plutôt essayer de trouver l'endroit où ça marche la plupart du temps et puis après ça marche suffisamment souvent pour que ça devienne vraiment complètement adopté. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a vécu ce shift hyper rapide, en tout cas dans les boîtes avec lesquelles on travaille, qui restent des boîtes en général plutôt tech, de type scale-up, etc., donc qui sont plutôt des early adopters. Mais il y a eu un énorme shift parce qu'on entendait tout le temps ça marche pas il y a 1 an. Et maintenant, on l'entend beaucoup moins parce que les gens ont appris se sont adaptés, à mon avis, à cette techno-là qui est quand même très bizarre parce qu'on a été formé à avoir le réflexe interne de se dire qu'un ordinateur donnait une réponse formelle depuis plusieurs décennies et d'un coup, l'ordinateur peut dire des choses fausses, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut aller maintenant dans le côté opposé où il y aurait trop de confiance dans cette IA? C'est vrai qu'il y a une tentation, je pense qu'on l'a tous ressenti, on en parlait au déjeuner d'ailleurs, on a tous ressenti au moins une fois quand on utilise ces produits-là, on se retrouve face à un petit truc, on sait très très bien comment le faire,
On sait très très bien combien de temps ça va nous prendre, et on se dit ah non, je vais le donner à ChatGPT, ça va être plus simple. Et ça, c'est vrai que c'est tentant. On est en train de rewire un peu la manière dont on travaille. Et donc, il y a un risque, en effet, de se laisser un peu entraîner par la technologie. Nous, en pratique, on entend peu de feedback négatif autour de ça pour l'instant, mais ils sont peut-être réservés à notre futur. Mais c'est vrai que notre produit essaye de garder l'humain vraiment in the loop, quoi. C'est l'humain qui drive un assistant et qui reste pas mal en contrôle. Mais après, c'est sûr que notre produit, il est utilisé pour plein de cas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais notre produit est utilisé pour plein de cas qui sont classifiés comme usage critique de l'IA en entreprise sur le fait de processer des CV ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un besoin d'éducation et d'attention de l'humain à essayer de vérifier le travail de ces modèles. Et on a pourtant ce biais de se dire ça a marché une fois, ça a marché deux fois, ça a marché trois fois, ok, ça marche tout le temps, j'arrête de regarder. Ouais, c'est vrai qu'il y a le problème de robustness des IA. Et tu nous disais avant, parce que Dust a fait de belles levées de fonds, quand même, et tu nous disais avant la conférence que vous aviez pas mal évolué justement entre les premières levées de fonds et maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment vous êtes arrivé à ce changement ? Enfin, les levées de fonds, c'est la conséquence directe d'une progression commerciale, je pense. Il n'y a pas de secret. C'est vrai qu'en termes de levée de fonds, on a eu la chance sur la première levée de fonds, en tout cas, d'avoir beaucoup de facilité à lever parce qu'on était un peu au bon endroit, au bon moment, dans le bon écosystème, avec les bons credentials. Après, la deuxième levée de fonds, elle est purement. Donc, on a levé 5 millions avec Sequoia et on a relevé 16 millions avec Sequoia. La deuxième levée de fonds, elle est purement drivée par l'évolution commerciale et du produit et l'évolution de la boîte en général, de démontrer qu'on arrive à construire un produit de qualité, qu'on arrive à recruter, qu'on arrive à le vendre, qu'on arrive à le vendre à une scale qui commence à devenir intéressante, etc. Les choses qui ont changé entre la première et la deuxième levée de fonds, c'est rien de très particulier, c'est juste appuyer le plus rapidement possible sur l'accélérateur et voir où ça nous emmène. Et du coup, le produit, tu l'as vu quand même un petit peu changer en termes de proposition de valeur suite à ces levées, enfin en tout cas avec le développement de la boîte. Le produit est resté, la ligne rouge est restée quand même assez claire, qui est de dire qu'on veut être la grosse ligne rouge de notre produit, c'est quand même l'intégration très profonde aux infrastructures, à la donnée et aux actions qui puissent être prises dans l'entreprise. C'était vrai au début. En fait, quand on a commencé, les modèles étaient moins bons qu'aujourd'hui. Donc naturellement, les tâches étaient plus simples ou plus shallow, on va dire. Et néanmoins, là, ça avait de la valeur, puisque quand on écrit un article de blog post, c'est quand même beaucoup plus simple de dire, en fait, base-toi sur les 50 derniers articles de blog post qu'on a écrits, et comme ça, j'ai même pas besoin de t'expliquer comment on écrit chez Dust. Tu regardes les blog posts et tu écris pareil. Et au fur et à mesure, c'est un peu la ligne rouge qui reste, puisqu'au fur et à mesure où les capacités des modèles augmentent, et comme on le voit en ce moment avec l'émergence des modèles type O1, O3 et R1, en fait, au fur et à mesure où les capacités des modèles augmentent, le niveau d'abstraction des tâches que ces modèles vont être capables de prendre va augmenter. Et on pense vraiment que l'accès au contexte de l'entreprise va devenir d'autant plus critique. Si on prend l'exemple du code, par exemple, c'est un exemple intéressant puisque nous, en tant que software engineer, on est, sur les 2 dernières années ou les 3 dernières années, c'est vrai que c'est la fonction qui a été la plus chahutée par ces modèles en avance de phase. Et donc on voit les Devin émerger qui passent de je fais une completion à je prends une pull request en entier, donc je fais une tâche dans son intégralité. On pense vraiment que au fur et à mesure où les modèles vont augmenter, ces agents vont taper une barrière du contexte. Parce qu'en fait, être un bon ingénieur, c'est pas être que un bon codeur, c'est être un bon codeur. Et les modèles aujourd'hui sont de meilleurs codeurs que la plupart d'entre nous. Mais c'est surtout aussi être au courant des besoins produits de la boîte, de comprendre la manière de coder dans cette boîte, les contraintes en termes d'infrastructure, les besoins des clients, etc. Et donc, pour faire un agent qui est capable de dire voilà le design doc va faire, ça c'est quelque chose qui va être difficile à faire en ayant juste accès à GitHub. Et donc on croit assez dur comme fer que cet accès au contexte de la boîte est primordial pour créer des agents ou des coworkers ou des AI coworkers qui vont être puissants, et je pense que c'est la chose qui est restée. Tout le reste bouge beaucoup puisque
On est dans un écosystème qui bouge énormément. Donc, quand OpenAI, enfin quand Claude, c'est Claude qui les ont sortis, il sort Artifacts, bah, c'est sûr que ça fait bouger le marché. Il y a des gens qui vont se dire ah mais comment on fait dans Dust du coup pour faire de la co-création, de la coédition avec un modèle. Quand OpenAI rajoute de la voix, bah, ça fait bouger le marché. Les gens commencent à parler de voix. Donc il y a énormément de travail qui est aussi lié aux évolutions du marché qui est très forte. Comment tu arrives à justement créer cette vision avec un écosystème qui bouge aussi vite? Bah ça, c'est vrai que historiquement, je pense que, en tout cas, dans notre première expérience entrepreneuriale, et je pense que c'était vrai de pas mal de boîtes, le playbook de faire une startup, c'était de se dire, je vais aller chercher une niche qui est à fort potentiel, qui n'est pas forcément encore très bien adressée, et je vais faire un produit à cette niche, et je vais avoir du temps de grossir dans cette niche un peu tranquille et séparé de la concurrence, et avec le calme nécessaire pour vraiment l'adresser de manière performante et en sortir. C'est vrai que créer une boîte dans le domaine de l'IA, ça fait bizarre au début, puisque il y a tous les jours, il y a une annonce qui fait bouger le marché un peu comme ça, et les années paraissent des mois, les mois paraissent des semaines, etc. Et donc, je pense qu'on crée un peu une résistance à ça en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, assez rapidement, puisque sinon, on est juste accroché à Twitter à se dire qu'est-ce qui va sortir au prochain tweet. Et nous, notre perspective là-dessus, plus précisément, c'est une des hypothèses de base et qui nous a bien servi, c'est qu'on s'est vraiment focusé sur le layer produit. Donc, on a même un motto en interne qui est encore valable aujourd'hui, qui est no GPU before PMF. Donc PMF, c'est Product Market Fit, et GPU, tout le monde sait ce que c'est un GPU aujourd'hui, je pense. Et donc l'idée de se dire, c'est que tant qu'on n'avait pas établi un Product Market Fit fort, on se refuse d'investir dans des GPU, mais ça c'est un proxy, c'est une manière de parler simple, de se dire on refuse d'investir dans l'entraînement de modèles au service de Dust. Et en fait, pourquoi est-ce que ça nous a servi? C'est parce qu'en gros, en se focusant sur le produit, l'image que j'aime bien utiliser, c'est qu'on essaye de construire une planche de surf pour surfer sur les vagues de l'AI, plutôt que de construire un petit monticule en traînant un modèle un petit peu meilleur qui va se faire complètement surpasser par la prochaine vague de modèles. Et du coup, ça, sur la création de ton équipe, ça a aussi son impact, j'imagine. Complètement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dust fait de la recherche en AI, entraîne des modèles, alors qu'on le fait absolument pas. Et donc il y a de manière assez intéressante une petite, surtout la première année, on recevait une quantité de CV de AI engineer, AI researcher, qu'on a malheureusement remercié parce que c'était pas du tout ce qu'on faisait. Et donc oui, on construit une équipe qui est assez classique au final. Et on a fait une levée de fonds qui est aussi qui est superbe, etc., mais qui est très classique au sens où on ne fait pas partie des boîtes AI qui ont levé des centaines de millions sans avoir de business. Et ce n'est pas une critique, hein, attention. C'est vraiment pas une critique, c'est juste que quand on doit faire de la recherche, on a besoin de chercheurs. Quand on a besoin de chercheurs, on a besoin de GPU. Pour garder les chercheurs, il faut avoir plus de GPU que celui à côté. Donc il y a une course à la ressource qui fait qu'il faut lever énormément d'argent, ne serait-ce que pour exister. Et c'est génial que ces acteurs-là existent. Mais nous, comme étant focus sur le produit, on a levé 5 millions. Alors 5 millions, c'est un site, c'est énorme, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on se voyait dans l'écosystème à ce moment-là. Et en série A, c'est une série A tout à fait classique en prolongement. Et donc on crée une boîte, une start-up assez produit, assez classique dans ce sens-là. Et en termes de challenge de recrutement, aujourd'hui, c'est quand même assez autour de l'IA, c'est assez sous tension, même si vous ne faites pas de l'IA, bien sûr, mais comment vous arrivez à recruter les bonnes personnes pour vous suivre dans cette planche de surf? Ouais, non, c'est vrai que le recrutement est pas mal sous tension. Alors après, on n'est pas dans la tension extrême d'aller recruter le AI researcher connu, où là, il faut chasser au gros, ou je sais pas comment on appelle ça, la chasser avec des gros fils de pêche. Mais c'est sûr qu'il y a une tension assez forte dans tout cet écosystème autour de l'IA et même autour des produits dans l'IA qui rend le recrutement assez challenging. Après, en France, on est bien melotti qu'aux États-Unis, je pense, en termes de recrutement. On a accès à un pool de talents qui est moins sous tension, je dirais, que celui de San Francisco, par exemple.
Et je vois que j'ai un petit peu de temps, j'avais une question. Tu parlais justement de la force de Dust qui est de lier toutes les données de l'entreprise. Comment vous voyez et comment vous gérez la confidentialité? Parce que j'imagine qu'il y a un enjeu fort quand même de pas... Ah ben ça, c'est sûr, comme on investit sur le fait d'avoir accès à la donnée de l'entreprise, on est récipiendaire de cette donnée-là, et donc la sécurité est un élément primaire de notre valeur, quoi, de produit. Donc il y a plein de choses à dire là-dedans. Premièrement, il y a, pour rendre, comme je disais, pour rendre ces agents utiles, il faut qu'ils aient accès à la donnée de la boîte. Pour avoir accès à la boîte, il faut que la boîte fasse confiance d'un point de vue sécurité. Donc c'est intéressant parce que c'est probablement pas le meilleur produit qui va gagner, c'est probablement la boîte qui aura la meilleure image. Ça va être beaucoup une guerre de l'image et de la confiance et de l'image de marque, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez dur à appréhender en tant que start-up, puisqu'on est évidemment moins armé qu'un incumbent. Après, dans notre conception produit autour de cette question-là, on pense que le système de permission classique centré sur l'humain doit être revisité à l'âge de l'AI. En gros, aujourd'hui, si c'est l'humain qui garde les droits et qui est le seul qui filtre les permissions, quand je vais créer un agent, si il est censé accéder à ce document-là pour faire bien son travail, mais que l'humain qui lui demande de travailler n'a pas accès à ce document-là, l'agent est naturellement cassé. Et donc ça montre qu'il y a probablement besoin de faire émerger un système de permission ou un système de permission pour les agents, pour les modèles, qui va être un peu au-dessus et différent du système de permission classique qui est centré sur l'humain. Et c'est une des grosses parties de notre travail produit, c'est ça. Donc, on a introduit au début, Dust, c'était une grosse boîte, on mettait de la data, on mettait des modèles, on mettait des humains, et tout le monde avait accès à tout. Et assez naturellement et assez rapidement, on a introduit la capacité de segmenter cette data et de recréer ce layer de permission pour pouvoir définir ce à quoi les agents ont accès en termes de data et quels sont les humains qui ont accès à quel agent. Super, merci. Peut-être pour terminer cet échange, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, le premier conseil, c'est de se dire que dans cette phase 0 to 1, c'est de se dire que, surtout de lutter contre cette idée de se dire tout a été couvert, tout a été fait, etc. L'écosystème bouge tellement vite qu'il y a des trous qui s'ouvrent tous les jours dans tous les sens, et donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller explorer, d'utiliser la techno dans des cas intéressants, d'utiliser pour soi-même, pour expérimenter et pour trouver ces endroits où il y a des opportunités intéressantes. Et deuxièmement, le deuxième conseil, c'est un conseil, je pense, auquel il faut qu'on se pousse en tant que Français, c'est vraiment d'avoir des ambitions globales dès le jour zéro. Je pense qu'on a du mal en tant que Français à se dire on va aller créer quelque chose de mondial à jour zéro. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler tous les jours et sur lequel il faut se pousser. Ça vous est arrivé chez Dust, justement, vous vous projetez sur les États-Unis, tout ça? Mais par la force des choses, c'est vrai que les États-Unis restent un marché pour le software hyper concurrentiel. Et donc, si on n'arrive pas à percer aux États-Unis, c'est dur de s'imaginer comment pouvoir devenir un acteur global sans passer par les États-Unis. Et en même temps, on a un avantage concurrentiel en Europe, donc ça crée des tensions intéressantes, puisque c'est très dur de se dire j'ai un avantage concurrentiel dans cette zone-là, pourquoi est-ce que je n'irais pas l'exploiter? Mais l'image que j'aime bien utiliser, c'est, je pense que créer une boîte en se focusant sur l'Europe dans un domaine aussi concurrentiel que l'IA, comme c'est un écosystème où il y a quand même beaucoup moins d'acteurs qu'aux États-Unis ou à San Francisco, sur on va dire 10 000 km², il y a plusieurs centaines, voire milliers de milliards qui se battent en duel sur le marché. Si vous créez une boîte en se focusant sur l'Europe, vous allez créer une boîte un peu vache à lait, un peu grosse, qui va grossir, qui va être en forme, qui va avancer, tout ça. Alors que là-bas, ils sont 10 à se battre en permanence, ils se prennent des coups de poing dans la figure toute la journée. Et donc, ce que l'écosystème va faire émerger, c'est une espèce de requin hyper musclé qui a défoncé tous les autres. Et le jour où ce requin-là, il décide d'apprendre à nager et passer l'Atlantique, entre la vache et l'espèce de néo-requin très dangereux, le game, il est plié hyper rapidement. Du coup, il faut te souhaiter de ne pas devenir trop une vache à lait, c'est ça, sur 2025. Il faut se battre, il faut mettre des coups de poing. Ok, trop bien. Écoute, merci beaucoup pour ces échanges autour de l'IA et de l'importance de créer un produit et d'avoir de la valeur pour nos utilisateurs, le business.
dans cet écosystème qui bouge quand même énormément. Donc je te remercie beaucoup pour ces échanges. Et si vous voulez lui poser des questions, ça sera tout à l'heure dans le lobby, après la conférence sur le How to Scale le marketing au service des ventes. Merci beaucoup. Merci.